ben ça change. Notre relation avec la nourriture, tout comme notre relation avec notre corps, va évoluer en même temps que nous. Allô Sandrine, c'est drôle, on parle de nourriture depuis tantôt, puis aujourd'hui, on va filmer un épisode sur notre relation avec la nourriture. Ouais! Pour moi, c'était pas assez un épisode sur l'hygiène de vie à la saison 1, parce que je pourrais parler de la psychologie de l'alimentation pendant des heures. Je pense que ça va être un sujet pertinent parce que de plus en plus, on voit sur les réseaux sociaux des informations sur la nourriture. Donc, je pense de pouvoir un petit peu plus éduquer, donner des conseils qui sont liés avec la science, avec les recherches. Ça va être très pertinent. Ouais, je pense que oui. Laetitia, est-ce que tu pourrais te parler un petit peu de ta relation, toi, avec l'alimentation? Oui, en fait, je pense que ma relation avec l'alimentation, elle a beaucoup évolué tout au long de mon adolescence, jeune adulte et adulte présentement. Je dirais que j'ai toujours été quelqu'un qui aime manger. Comme pour moi, c'est vraiment un plaisir. Et j'ai toujours aussi été quelqu'un avec un grand appétit. Okay. Dans le sens que j'ai fait du patinage artistique toute mon enfance. Je patinais 6 jours sur 7. Donc, bien évidemment, je brûlais tellement d'énergie que j'avais pas le choix de manger beaucoup. Premièrement, je me suis souvent fait dire que je mangeais beaucoup. OK. T'as souvent reçu des commentaires sur... Puis même encore aujourd'hui... Puis je pense que ça n'a jamais été mal intentionné, mais c'est tout le temps quelque chose que je me suis fait dire, qui revenait beaucoup dans ma tête. Tu sais, que je mangeais beaucoup, que je mangeais des grosses portions pour mon âge, ou pour... Des fois, c'était même pour ma shape. Comme tu manges beaucoup pour ta shape, me semble, tu devrais manger moins. Fait que ça a toujours été des commentaires qui ont resté dans ma tête. Puis quand j'ai arrêté le patinage artistique pour une blessure, c'est là que ça a été plus difficile, ma relation avec la nourriture. J'avais 15 ans, fait que tu sais, jeune adolescente. Les réseaux sociaux, c'était beaucoup plus présent. Donc, c'est sûr que je portais beaucoup plus attention à qu'est-ce que je mangeais. Puis je me sens super à l'aise de le dire, mais je me souviens que pendant la semaine, je voulais pas manger de dessert, puis j'avais juste le droit d'en manger la fin de semaine. Fait que tu t'étais vraiment créé une règle alimentaire. Oui, exactement. J'avais vraiment une règle alimentaire. Ça n'a pas eu d'autres grosses répercussions, mais là, en étant dans ce domaine-là, de la psychologie de travail social, blablabla, on dirait que là, je réalise que ça aurait pu devenir un début de trouble alimentaire et tout. Ouais. C'est juste que j'ai comme réussi à contrôler ça par chance, que ça l'a pas continué, mais c'est ça, je dirais que ça l'a vraiment été comme vraiment, c'est ça, dans l'adolescence plus difficile. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est la course, parce que maintenant, je mange pour être capable de faire les activités physiques que j'ai envie de faire. Puis surtout quand on court beaucoup, moi je vais nutritionniste pour vraiment être capable d'avoir assez de nutriments, assez de glucides et non pour comme contrôler puis être tout en diminution. Donc ça m'aide à voir la nourriture d'un bel œil. Mais c'est sûr que des fois sur les réseaux sociaux, quand je vois passer des personnes qui disent comme « Ah, vous devriez pas manger ça » ou « Voici 5 trucs pour perdre 15 livres », je dis n'importe quoi. Ouais. J'essaie de le skipper parce que sinon on dirait que ça revient vers mes petites pensées que j'avais au secondaire. C'est un peu ça, mon Dieu, le iPad il tombe, mais c'est un peu ça ma relation avec la nourriture, fait que ça a beaucoup évolué, mais ouais, ça ressemble à ça. Ah, c'est le fun, t'as vraiment abordé tout plein de choses, t'as abordé déjà l'aspect que ben ça change, notre relation avec la nourriture, tout comme notre relation avec notre corps va évoluer en même temps que nous. L'aspect que les gens font des commentaires sur l'alimentation, donc les standards qui sont mis là-dessus. C'est d'ailleurs selon une étude qui a été réalisée, les hommes qualifient de plus féminine le fait d'une femme qui ne mange pas beaucoup. Tu sais, mettons, ils mettaient une femme qui mange pas beaucoup, une femme qui mange normalement, une femme qui mange comme, c'est différentes quantités. Ouais. Puis vraiment, il y avait une corrélation chez les hommes de féminité plus élevée chez la femme qui mangeait pas. Ça me surprend pas tant, on dirait. Ouais. Mais pourtant, ça a comme rien à voir. Le lien a été créé pour aucune raison valable.
Exactement. Puis tu sais, c'est perdant-perdant parce qu'en même temps, c'est comme moi, mais faut pas non plus que tu sois... Tu sais, faut pas non plus que tu sois trop en détresse là, par rapport à ça. Faut que tu manges pas beaucoup, mais faut pas que ça t'handicape dans ta vie ou que tu aies un trouble alimentaire. Ouais. Et comme, à un moment donné, on peut-tu juste manger pour se nourrir. Et toi, Sandrine, ta relation avec la nourriture? J'essaie encore de la comprendre. Tu disais que tu avais un suivi en nutrition. Moi aussi, j'en ai un actuellement avec ma nutritionniste. Puis, on essaie comme... J'y allais surtout pour justement avoir des meilleures bases. Parce que là, je trouve qu'on est tellement comme bombardé tout le temps d'informations, puis des informations tout le temps contradictoires. Puis même les professionnels entre eux se contredisent. Oui, vraiment. Tu sais, c'est pas juste Michael qui s'improvise coach dans son sous-sol, puis qui a aucune formation en nutrition qui contredit ce que, mettons, quelqu'un qui a un doctorat en nutrition est capable de dire. Des fois, c'est deux nutritionnistes, les deux de renommée égale, qui vont dire des trucs qui sont complètement en opposition l'un avec l'autre. Ouais. Donc, dans tout ça, tu sais, je sais que c'est pas bien d'avoir des règles alimentaires, mais moi, je ressens quand même le besoin de m'ancrer dans une certaine définition. Puis de quand même connaître certaines bases. Ouais, ben je pense que t'es allé chercher l'aide que t'avais besoin avec une nutritionniste, puis je pense que ça, c'est tout en ton honneur, puis tu sais, de se dire aussi que une nutritionniste, c'est pas non plus juste pour avoir un plat alimentaire. C'est ça. Ça, c'est beaucoup une ancienne vision, puis même la nutritionniste que je suis, moi, elle est beaucoup aussi sur les réseaux, puis elle expliquait que avant les nutritionnistes, c'est vrai que c'était beaucoup plus plan alimentaire, mais maintenant, tu sais, c'est plus rendu ça, fait que c'est de voir aussi la nouveauté dans eux-mêmes, leur propre profession, là. Exactement, ouais, ils peuvent vraiment faire plus que ce qu'on pense. Ouais. Puis, tu sais, je découvre ça, je trouve ça vraiment le fun d'avoir un suivi avec une nutritionniste, justement, de partir sur des bases différentes. Mais ouais, tu sais, moi, ma relation avec la nourriture peut être un peu plus personnelle. J'ai de la misère à la comprendre parce que, ben déjà, moi, là, j'haïs ça, la restriction. Genre, sous la restriction, là, je la tolère pas. Mais, j'ai de la nourriture dans mon garde-manger, j'ai d'emblée moins faim que si j'en avais pas. Tu comprends? Ouais. Genre, si j'ai comme, je sais pas moi, des muffins, ben là, on dirait que juste avoir le choix de me prendre le dessert, j'ai moins envie de m'apprendre. Tandis que si j'ai pas le choix, là, genre, je suis comme, ben là, je pense juste à ça, puis... Tu vois, moi, c'est totalement le contraire. Ah ouais? Si, comme, je sais pas, là, souvent, c'est dans des fêtes, là, tu sais, c'est vraiment comme full bonbons, full tout ça. Puis moi, dans la vie, en général, j'ai pas tant des cravings de ça, mais quand je le vois, là, je capote. C'est comme si je le vois, j'ai pas le choix de tout prendre. Mais si je l'ai pas, j'y pense pas tant que ça. Puis sinon, quand j'y pense, ben, je vais en prendre parce que je suis comme, je vais aller m'en acheter, tu sais. Mais c'est drôle parce que c'est ça aussi l'affaire avec la nutrition, c'est qu'on a toutes des visions différentes. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles parfaites pour tout le monde. Puis je pense que c'est ça qu'on voit beaucoup. On voit une règle unique. Absolument. Puis tu sais, nous, dans cet épisode-là, là, on veut vraiment se distancier de cette mode-là que de donner des modes uniques. On va donner des pistes de réflexion pour que les gens arrivent à se comprendre un peu plus. Puis on va décortiquer des choses qu'on entend souvent. Oui. Fait que ça veut surtout être ça la visée de l'épisode. Puis en parlant de choses qu'on entend souvent, la fameuse phrase « manger ses émotions ». Ouais, on entend souvent cette phrase-là, « manger ses émotions ». Puis souvent, on le dit ou on sait pas trop, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire. Puis un peu, ça vient d'où? C'est parce que l'alimentation, elle peut occuper un rôle d'autorégulation émotionnelle. Si je fais un petit récapitulatif... Ça, c'est tout le temps le mot que j'ai de la difficulté à dire. Récapitulatif? Ouais, récapitulatif. Ouais, exactement. OK. Dans le fond, la régulation émotionnelle, ça va être d'être capable de un peu plus contrôler, tu sais, ses émotions. Puis dans contrôler, ça veut pas dire ne pas avoir certaines émotions, mais juste plus que nos émotions aient pas trop de up et de down, c'est qu'on soit un petit peu plus dans un tu ne pas se sentir envahi dans le fond. Là. Exactement. Puis
dans le fond, souvent, les personnes, quand ils vont vivre beaucoup d'émotions, ça se peut qu'ils vont décider de manger pour calmer ces émotions-là. Et donc là, ils vont manger. Et après, souvent, ben, ils vont se sentir mal. Ouais. Donc là, ils vont décider de se dire, pour arrêter de manger mes émotions, je vais juste me restreindre. Donc, je vais vraiment, quand je vais vivre beaucoup d'émotions, je vais me dire, non, tu n'as pas le droit de manger ça. Soit que ça va être une règle, certains aliments qu'ils n'auront pas le droit de manger, ou juste quand ils vont vivre beaucoup d'émotions, ils vont s'interdire de manger. Genre un jeûne un peu, là. Exactement. Ouais. Puis, au contraire, qu'est-ce qu'on sait avec les recherches, c'est que la restriction mal accompagnée, elle peut représenter un stress plus important pour l'organisme. Donc, de arrêter complètement par toi-même, ça va pas t'aider comme tu veux que ça t'aide. Non, hein? Puis, OK. Fait que dans le fond, c'est quoi la solution face à ça? Ça peut être un suivi un peu plus approfondi, par exemple en psychothérapie, psychoéducation. On peut aussi avoir avec des nutritionnistes qui sont spécifiques là-dedans. Puis il y a aussi des psychologues qui vont se spécifier aussi avec les troubles alimentaires, avec l'alimentation. Donc ça peut être un bon mélange à faire, puis ça peut aussi être les deux. Tu sais, je sais que certains, quand même beaucoup de professionnels peuvent travailler en collaboration. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à faire quand ça nous arrive d'avoir, comme tu disais, un petit peu avoir une base, aller chercher les bases de comment faire et non de l'essayer par nous-mêmes ou de regarder sur Internet qu'est-ce que notre For You page TikTok nous dit. Ben oui. Ben surtout, tu sais, si on se culpabilise parce qu'on utilise la nourriture pour nous autoréguler, pour gérer nos émotions, si on se culpabilise de ça, dans le fond, notre solution pour notre manière de gérer nos émotions, c'est de se rajouter une émotion négative. Mais semble, tu sais, dans la logique des choses, ça ne fonctionne pas. Exactement. Donc, ça va être de venir justement se trouver des stratégies qui fonctionnent plus en quelque sorte. Puis, il y a plusieurs aussi types de faim. Ouais! Puis, moi, j'ai entendu ça dans des podcasts parce que j'aime beaucoup m'instruire par des podcasts. C'est pas pour rien qu'on fait un podcast. Puis, je me demandais si tu voulais parler un peu, c'est ça, des types de faim. Je pense que ça a quand même un lien aussi avec l'alimentation émotionnelle. Absolument. Ben écoute, merci à ma nutritionniste de m'avoir laissé ce bel outil-là. Oui. C'est super intéressant que j'utilise souvent. Tout d'abord, j'aimerais ça qu'on fasse la distinction entre appétit et faim. Donc, l'appétit, en fait, ça va être l'envie de manger un aliment désiré. Donc, j'ai de l'appétit pour ça. Par exemple, dans ton assiette, tu pourrais avoir faim, tu as besoin de manger, mais dans ton assiette, je sais pas moi, tu as des petits pois, ça t'aimes pas ça, puis à côté, tu as des brocolis, que ça t'aimes ça. Ben, tu peux avoir de l'appétit pour les brocolis, mais pas pour... Ouais, qu'est-ce que t'aimes pas? Ouais. Tandis qu'à la fin, ça va être les sensations physiques qui vont être atténuées une fois qu'on va avoir mangé. Exemple de signaux de faim, ben il y a les gargouillements, les classiques, là. Ouais. La fatigue, les maux de tête, l'irritabilité, des petits tremblements des fois, là, tu sais, les mains qui shake, la faiblesse générale, puis même des nausées. Puis je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui vont moins ressentir ces maux physiques-là, donc qui vont pas nécessairement avoir l'impression qu'ils ont faim. Comparativement à moi, j'y ressens vraiment. Là, je le sais, dès que je suis moins patiente ou que j'ai mal à la tête, moi, ça l'arrive très rapidement. Mais si j'ai un exemple avec mon chum, lui, ça va être vraiment... Tu sais, il pourrait pas manger pendant une journée complète. C'est ça. Puis c'est là qu'il va ressentir ça. De base, tous les corps ont faim, à peu près comme dans la même envergure. C'est juste que c'est pas tous les corps qui vont mettre ces signaux-là. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui déjeunent pas. Puis là, ils disent, c'est parce que j'ai pas faim le matin, j'ai mal au cœur. Ouais, mais si t'as de la nausée, c'est parce que t'as faim. C'est parce que t'as besoin de manger. Puis vient un moment où si on voit plus les signaux de faim, c'est parce que le corps ne les envoie plus, parce qu'il n'y a plus confiance qu'on le nourrisse. 100%. Puis on se revient à la question de la survie, là, puis là, je prends un petit détour, puis après, j'allais dans la question de faim, là. Dans la survie, le corps, c'est pas positif qu'il soit pas capable de manger. C'est pas positif qu'il soit pas capable de se faire des réserves. Donc, le corps, il se dit, ben là, si, par exemple, durant cette période-là, ben jamais je mange, jamais je suis exposée à de la nourriture, ben, j'ai encore besoin de nourriture, mais les signaux de faim que j'envoie, étant handicapants et étant pas productifs, je vais les arrêter. Ouais. Donc, c'est
tout de déconstruire un peu des trucs comme ça. Puis c'est pas tout le monde qui est bien, qui est outillé pour regarder ses signaux de faim ou ses signaux de satiété. Moi, je me suis rendu compte à travers mon suivi, justement, que mes signaux de satiété, là, et je les écoute, là, vraiment bien. Est-ce que tu veux définir c'est quoi les signaux de satiété? Oui, c'est les signaux de quand on n'a plus faim. Quand on a mangé suffisamment la quantité qu'on a besoin. Moi, je les écoute, là, genre... Peu importe la quantité qu'il y a dans mon assiette, là, si j'ai fini, j'ai fini. Puis, j'aime aussi beaucoup parce qu'on a comme vraiment peur de gaspiller de la nourriture, souvent. Tu sais, t'as gaspillé autant la nourriture si tu la forces à manger, puis que t'as plus faim, puis ça te donne mal au ventre, que si tu la mets, par exemple, dans le compost, ou que tu te fais un restant avec. Ouais, là. Tu fais un lunch avec ça. Puis tu vois, moi, ça, j'ai de la difficulté. Ouais. Je le ressens pas, je finis mon assiette, puis même des fois, j'ai tellement aimé ça que j'en reprends, mais j'ai plus faim, puis après, tu sais, le fameux, on sent comme paf, là. Ouais. Mais moi, ça m'arrivait souvent avant. Fait que ça, je pense que on peut travailler nos signaux de faim, mais aussi de satiété. Oui, puis souvent, quand on va tendance à trop manger, là, à dépasser nos signaux de satiété, c'est parce que, puis ça, j'avais vu ça dans mes cours de psychologie de l'alimentation, j'avais trop trouvé ça intéressant, c'est parce qu'on n'a pas confiance en notre capacité de remanger cet aliment-là. Donc, on se dit, la dernière fois que je peux le manger, il faut que je le fasse le plus possible. Puis c'est vrai, moi, souvent, je me dis, c'est comme la seule fois que ça goûte exactement ça. Tu sais, des fois, tu fais la même recette. Moi, c'est souvent ça que je me dis, là, j'ai tellement bien réussi que si j'en profite pas, ou quand je vais le faire réchauffer, il sera plus autant bon. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, mais comme si on est capable d'identifier cette pensée-là, puis qu'on se rend compte que à être causal, à créer, entre autres, justement, trop d'alimentation, qu'on mange trop, ben on peut venir travailler là-dessus. Donc, revenons au type de faim. C'est-à-dire, en étant une faim, ça crée des sensations physiques, peu importe de laquelle on parle. Il y en a 5 grandes catégories. Il y a la faim physique. La plus classique, celle qu'on connaît le plus, c'est que le corps va avoir besoin d'énergie et de nutriments pour fonctionner. Parce qu'on se rappelle, la nourriture, les calories, c'est pour se donner de l'énergie, mais c'est aussi pour nourrir les cellules, pour qu'ils puissent fonctionner dans le corps. C'est comme assez important. Donc, comment est-ce qu'on va reconnaître ce type de faim-là? Bien, on va ressentir des signaux physiques. On va avoir envie d'aliments à densité énergétique élevée. Quand on a faim, là, c'est pas là que tu as envie de manger ton... avec cette faim-là, quand tu as cette faim-là, c'est pas nécessairement que tu as envie de manger ta galette de riz à comme 15 calories ou 30, là. Je ne me rappelle plus le nombre de calories dans une galette de riz. Donc, on va manger un repas avec un nombre de calories quand même minimum. Que c'est ça. Et puis souvent, on va avoir envie de groupes d'aliments particuliers. Donc, voilà. Il y a la faim sensorielle aussi. Donc ça, c'est que notre cerveau cherche à satisfaire nos sens. Moi, j'ai réalisé que cette faim-là, il ne faut pas que je la sous-estime parce que pour moi, les sens sont vraiment plus forts qu'une personne normale. C'est-à-dire que pour moi, ce que je goûte, là, c'est quand c'est mauvais, là, je suis pas capable. Genre vraiment, là, pas capable du tout. Mais quand c'est bon, là, tu sais, dans Ratatouille, t'as vu le film Ratatouille? Tu sais, dans Ratatouille, quand il goûte une bouchée, puis là, t'as genre plein comme de lumière, puis de couleurs, puis tout ça. Ben moi, c'est ça quand quelque chose goûte bon. Que des fois, mon besoin, c'est d'avoir ça, ce petit moment-là. Donc, comment on reconnaît ce type de faim-là? Ben, notre mémoire va beaucoup stimuler nos sens. Donc, on pense à un aliment. On le voit, on va se rappeler son odeur, son goût. On peut même s'élever juste à y penser. 100%. Puis on va rechercher un visuel attrayant. Donc, tu sais, on mange aussi avec les yeux. Avec les yeux et non les œufs. Une odeur, des textures qui sont plaisantes en bouche, des saveurs qu'on apprécie. Fait que vraiment, les sens, c'est pas juste le goût, là, c'est tous les sens. 100%. Puis il y a un marketing des sens, justement, là. Puis à faire attention aussi à ça. Puis c'est drôle, on dirait que là, je fais plein de liens avec ma vie, mais en fin de semaine, je suis allée au restaurant. Puis il y a toujours un menu. Puis moi, c'est beaucoup les photos. Moi, si je vois pas c'est quoi, ça me donne moins envie. Puis moi, ça a toujours été ça. Puis là, je vois une photo d'une salade avec des avocats. Puis moi, dernièrement, j'adore les avocats. Fait que là, je me dis, c'est sûr que je vais prendre ma salade aux crevettes et avocats, ça va être excellent. Mais là, je regarde comme la salade qui est écrite, puis il n'y a pas d'avocat dans qu'est-ce qui est écrit. C'est genre un ajout. Fait que là, je demande à la madame, à la serveuse, je demande, tu sais, est-ce que c'est bien cette photo-là? Puis elle me dit, oh non, c'est juste une photo qui a été prise sur Internet.
Elle me dit, si tu t'attends à cette salade-là, ça sera pas ça. Non. Puis là, j'ai fait, mais une chance que je l'ai demandé parce que moi, je m'étais imaginé quelque chose, puis en fin de compte, j'ai pas pris ça parce que ça m'intéressait pas qu'est-ce qu'il y avait en fin de compte dans la salade, mais c'est fou comment que nos sens peuvent vraiment nous créer une envie, là. Ben oui, vraiment. C'est comme si je goûtais déjà ma salade, puis en fin de compte, c'était pas la réalité. Non, hein? Troisième type de faim, on a la faim émotionnelle. Et on en parle un petit peu tantôt, fait que je vais revenir pas trop longtemps dessus. C'est on souhaite apaiser l'inconfort qui est créé par certaines émotions ou, puis là, ça c'est intéressant, ou faire naître des émotions agréables avec l'isolement. Donc, des fois, c'est pas nécessairement de l'autorégulation. Des fois, c'est juste qu'on a envie d'avoir une émotion positive. Oui. Puis via la nourriture, on va la ressentir. Donc, par exemple, petite anecdote, tu sais, le stéréotype selon lequel les femmes ou personnes avec un utérus qui ont leur menstruation, au moment d'avoir leurs règles, vont manger du chocolat. Oui. Ben, c'est parce que durant cette période-là, leur cycle menstruel, ils ont moins leur taux de sérotonine, de bonheur, de sérotonine, C'est ça? Sérotonine, dopamine. Dopamine. De toute façon, ceux qui nous écoutent sont habitués que je me mélange tout le temps des hormones. En tout cas, un des deux est plus faible. Et donc, manger du chocolat, c'est une manière comme vraiment rapide d'avoir un pic de cette hormone-là qui nous manque. C'est de là que naît le stéréotype. Ben, tu vois, on comprend aussi c'est où que ça vient les choses, puis pourquoi parfois on a le goût de manger ça. Puis moi, je m'en souviens beaucoup, en fait, encore aujourd'hui, là, quand je vis des moments plus tristes, j'aime ça, manger de la crème glacée. Juste parce que ça me rend un peu plus heureuse sur le moment. Fait qu'on peut comprendre aussi que notre corps a comme besoin d'augmenter cette hormone-là. Quantité sucre puis gras qui est bonne. Puis la crème glacée aussi, je pense que quand on est comme beaucoup dans nos émotions, nos pensées, c'est froid. Fait que ça nous ramène à nos sens aussi là-dessus. Donc, la faim émotionnelle, comment la reconnaître? Ben, on va avoir envie de manger parce qu'on vit une émotion désagréable, comme celle causée par le stress, l'ennui ou la tristesse. Il faut savoir, l'ennui en fait partie. Mais l'ennui, là, tolérer l'ennui, là, ça peut être utile pour plein de choses. Pas juste la consommation alimentaire, la consommation tout court. Il y a beaucoup de gens qui vont boire ou consommer des substances, des drogues parce qu'ils s'ennuient ou vont faire du magasinage en ligne parce qu'ils s'ennuient ou tout ça. Donc, tu sais, la tolérance à l'ennui, ça serait un sujet intéressant. 100%. À noter. Puis, on a envie de manger parce qu'on est entouré de gens qu'on aime, qui mangent, puis c'est plaisant. Donc, célébrer une bonne nouvelle, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la faim émotionnelle. Oui. Il y a la faim sociale. On désire des aliments qu'on associe à certaines coutumes ou habitudes. On a acquis des comportements alimentaires en raison de l'influence de notre environnement et éducation. Comme la classique tourtière. La classique tourtière ou, par exemple, pour une personne là, immigrante, tu sais, qui viendrait par exemple ici, ben manger un plat de sa culture. Tu sais, c'est une fin sociale dans ce cas-là. 100%. Donc, on veut souligner ou célébrer un événement particulier autour d'un bon repas, au restaurant où on a envie de manger du gâteau pour souligner un anniversaire. Donc, il y a vraiment un aspect très, très, très social dans l'alimentation. C'est pas pour rien que le classique événementiel familial, c'est un souper de famille. Oui, exactement. C'est un repas. C'est pas, on s'assoit tout autour d'une table et on jase entre nous. Ou par exemple, ben là, je sais pas si ça compte alimentaire, mais le 5 o'clock tea en Grande-Bretagne, ben tu sais, veux pas, des fois c'est apporté. Fait qu'il y a un aspect social à ça. Puis où, par exemple, on a appris à terminer notre assiette pour faire plaisir à la personne qui a préparé le repas parce que c'est considéré comme plus poli. Donc, notre relation, oui, avec la nourriture, mais avec nos signaux de satiété aussi. Tout peut avoir des liens ensemble. Et finalement, on a la faim rationnelle, qui est, on va donc déterminer ce dont notre corps a besoin en fonction de nos connaissances et ou de nos expériences. Par exemple, choisir les aliments qu'on mange en fonction de leur valeur nutritive. On va privilégier les aliments qu'on considère comme bons pour la santé. On va déterminer nos portions en nous référant à des référents externes. Par exemple, là, je fais l'exercice depuis 2 semaines que le matin, moi je mange pas de céréales dans la vie, mais le matin, là, j'ai commencé à manger genre des céréales, parce qu'il y avait beaucoup de fibres dedans, puis je voulais essayer de manger plus de fibres. Puis de manger la quantité qu'ils disent de céréales, qui est recommandée. C'est vraiment tout petit, là. C'est genre la quantité que tu donnerais genre à un enfant. À un jeune enfant.
Ouais, mais là, c'est comme la faim rationnelle qui fait que c'est ça que je mange. Parce que sinon, si j'étais allée avec genre ma faim physique, ma faim sensorielle, ma faim émotionnelle, ma faim sociale, j'aurais mangé une quantité de céréales genre plus élevée. Mais là, rationnellement, je me dis, ben, je veux essayer. Puis, on mange parce que c'est logique aussi, tu sais, l'heure des repas, par exemple. Moi, c'est drôle parce que souvent, ben moi, j'ai toujours eu le réflexe d'avoir une collation et tout, puis même des fois, j'ai réalisé que j'avais pas nécessairement faim, mais vu qu'il était 10h30, c'était le temps de ma collation, fait que je mangeais ma collation, mais ça, c'était vraiment en lien avec les heures. Exactement. Puis, moi, je te dis, je suis vraiment à l'inverse de toi, j'ai besoin d'une liberté pour être capable de manger correctement. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, que je travaille, je sais pas moi, genre je travaille pas le matin puis je commence à travailler à 1h. Ben, c'est sûr que mon dîner, quand ça va être l'heure rationnelle de manger, par exemple, je pars de chez moi à genre 12h45, puis que là, je me dis, ah ben, il faut que je commence à me préparer mon dîner à midi. À cette heure-là, si j'ai pas faim, je suis pas capable de manger, ça va être l'enfer pour moi manger. Rationnellement, il faudrait que je mange à cette heure-là. Ouais. Mais mon Dieu, que j'aille ça, parce que je me sens forcée de le faire. Fait que c'est ça, on voit qu'on... Ouais. Ben, c'est le fun un peu nos différences pour donner des exemples. J'ai parlé de ces types de faim-là, en fait, parce qu'on a tendance à mettre sur un piédestal la faim physique et la faim rationnelle. Puis là, souvent même plus la faim rationnelle que la faim physique. Ouais, vraiment. Sauf que toutes ces fins-là ont une raison d'être et sont pertinentes à avoir, et il y en a aucune qui est mauvaise ou meilleure que l'autre. C'est sûr que, tu sais, en priorité, peut-être plus la faim physique, mais en fait, c'est la notion d'équilibre qui va être centrale. Comme on répète souvent, l'équilibre, là, je pense que c'est vraiment ça qui va le plus nous aider, puis qui va nous permettre qui vont nous enlever les restrictions, parce qu'on va se dire qu'on est, tu sais, dans cet équilibre-là. Exactement. Donc, tu sais, même si ça t'arrive, par exemple, de dire, ah ben c'est vrai que j'ai déjà, à un moment donné, j'ai pas eu faim vraiment, puis j'ai quand même mangé une part de gâteau, ben ouais, mais à ce moment-là, c'était adéquat dans le contexte social quand tu le faisais. Ouais. Puis à ce moment-là, ben tu sais, tu célébrais comme de quoi de positif. Il y a eu un équilibre là-dessus. La part de gâteau, c'est pas ça que t'as mangé à tes repas non plus pendant 2 semaines et demie, là. Exactement, c'est de voir cet équilibre-là. Là. Exact. Je te laisse là nous parler des signes d'une mauvaise relation. Oui, puis c'est ça, tu sais, de bien dire que c'est des signes, que ça veut pas dire parce que tu as ça que tu as une mauvaise relation, c'est juste un peu pour nous mettre un peu la puce à l'oreille, avoir des réflexions. Donc, chercher à tout prix à avoir une alimentation saine, puis je mets entre guillemets saine parce que c'est qu'est-ce qu'on s'imagine qui est sain. C'est ça. Éviter les repas qui te plaisent lorsque tu manges à l'extérieur de chez toi. Par exemple, quand tu vas au resto, etc. Refuser catégoriquement de manger au restaurant. Ouais. Stresser lorsque tu dois manger quelque chose qui n'est pas inscrit dans ton régime. Donc, si c'était pas qu'est-ce que tu t'es dit que tu devais manger, c'est comme si c'est un peu la fin du monde, qu'il y a beaucoup d'émotions qui arrivent. Contrôler tes portions. Avoir des aliments qui sont bons ou mauvais. Donc, dans ta tête, tu t'écris un peu une liste, puis tu sais que ça, c'est des aliments interdits. Faire du sport pour mériter ton repas. Puis ça, on dirait que je l'entends beaucoup. Ouais. Et c'est un peu ça aussi que moi, j'ai été un petit peu plus au secondaire. Puis là, avec la course, c'est le contraire. Je mange pour faire mon sport. Je fais pas mon sport pour manger. Donc ça m'a vraiment aidé à avoir une meilleure relation avec la nourriture. Et l'autre chose qu'on appelle en bon anglophone, là, les cheat meals. Cheat day, cheat meals. Exactement. Ça va être de planifier des jours précis où on peut manger certaines nourritures qui est considérée comme plus riche. Donc ça fait en sorte qu'on va se restreindre pendant un X nombre de temps. On parlait tantôt là, de l'impact des réseaux sociaux là-dessus, sur la relation avec la nourriture. Là, référence très jeune, là. Mais il y a beaucoup sur les réseaux sociaux comme TikTok, le Skinny Talk, qu'on entend parler. T'en as-tu déjà entendu parler? Dans le fond, là, c'est comme un regroupement de vidéos de créateurs de contenu qui sont vraiment une idéalisation absolue de la minceur à tout prix. Et c'est beaucoup comme des phrases culpabilisantes sur l'alimentation que je ne nommerai pas parce que ça peut être déclencher des choses qu'on veut pas déclencher.
Mais ouais, puis souvent, moi, ce que je voyais dans celui-là québécois, beaucoup, c'est des créateurs de contenu qui font du culturisme, tu sais, c'est-à-dire du bodybuilding, là. Ouais. Genre, tu sais, des shows en maillot de bain où ils montrent toute leur musculature. Puis là, ils documentent leur quotidien, tu sais, leur alimentation, tout ça. Mais des fois, moi, je pense que, considérant que tu vois souvent des vidéos de gens que tu connais pas, je pense qu'ils devraient le préciser à tous les débuts de vidéo que c'est dans une optique de bodybuilding. Ouais. Parce que sinon, si tu sais pas que c'est pour de quoi d'aussi spécifique et de aussi peu attribuable à ta réalité à toi, ben c'est extrêmement genre nocif comme vision de voir l'alimentation. Ça va être plus facile de se comparer. C'est ça. Parce que tu vas penser que c'est la normalité de la personne, mais la personne a fait ça pour une performance. La personne va faire ça, va avoir des professionnels autour d'elle, parce que c'est quand même des choses qui peuvent ça va être juste une petite période. Ça va juste être une période déterminée dans le temps. Puis ils peuvent pas le faire tout au long de l'année, tu sais, il y a quand même pour leur santé. Fait que ça, je pense que c'est toutes des choses à savoir. Puis c'est vrai que en tant que les personnes qui créent ce contenu-là, je pense qu'il serait pertinent de toujours soit le dire ou l'écrire. Ou sinon, nous, en tant que consommateurs, sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, ben c'est de s'informer sur cette personne-là. Ouais, vraiment. Ben oui. De remettre en question les modèles qu'on voit. Ouais. OK. Sinon, je donnerais peut-être des petits outils pour comprendre un peu plus puis améliorer sa propre relation avec la nourriture. Déjà, essayer l'alimentation en pleine conscience, sans source de distraction. Ça, c'est difficile, là. Genre, j'ai habité seule, je sais très bien qu'il y en avait aucun repas que j'écoutais pas des vidéos sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. C'est par exemple les gens qui mangent devant la TV, ces affaires-là. Une fois, j'ai essayé vraiment de manger, genre, pour vrai, sans aucune distraction. Puis je trouve que ça... De voir les pensées qui émergeaient à ce moment-là. De vraiment comme... Tu sais, je disais que j'ai beaucoup de faim sensorielle. Mais vraiment, là, je profitais des sens. Pour de vrai. Ça, ça m'a vraiment fait du bien. C'est une très bonne idée à faire. Ouais, puis c'était de quoi je trouvais drôle, là, personnellement, là. C'est que je comprenais pas pourquoi, quand j'avais faim, puis que je cuisinais à manger, juste l'action de cuisiner, j'avais moins faim après. Puis c'est parce que cuisiner, être exposé aux odeurs, exposé aux couleurs, tout ça, les textures, ben ça calmait ma faim sensorielle, tout simplement. Donc voilà. Un autre outil qui peut aider, c'est de venir cerner ces zones de rigidité alimentaire. Donc les règles alimentaires qu'on s'impose, on en a parlé brièvement tantôt un petit peu, là, mais d'en avoir conscience, puis de s'exposer au lâcher-prise progressif. C'est-à-dire, par exemple, tu me permets-tu de reprendre ton règle alimentaire, que tu dis, ben moi, je réalise que je m'autorise pas de dessert la semaine, ben de commencer par peut-être à exposer à un dessert dans ta semaine, voir que, hey, il y a pas de conséquences graves, puis là, après, comment faire peut-être 2 desserts, puis là, tu choisis les desserts, de rendre ça progressif et bienveillant. Puis, finalement, apprendre à se valoriser à travers nos réalisations et nos qualités personnelles, et non seulement par son apparence physique. Tu sais, il y a tellement un gros lien entre l'image corporelle et l'alimentation, c'est pas pour rien. Donc, des fois, quand on s'éloigne de notre vision comme juste axée sur notre physique, ben ça va, de manière conjointe, améliorer notre relation avec la nourriture aussi. Oui, je pense que il y a beaucoup de liens à faire entre les deux, puis il va y avoir un prochain épisode là, sur l'image corporelle, donc je pense que ça va être... ça va faire des liens, puis je pense que si cet épisode-là vous intéresse beaucoup, ben vous allez pouvoir aller écouter prochainement. Tu nous as parlé tantôt brièvement un peu de la restriction, puis le fait comme de manger beaucoup pour récompenser. J'avais l'impression que tu décrivais un petit peu un accès boulimique. Oui. Tu voudrais-tu peut-être nous en parler un petit peu, Laetitia? Oui. L'accès boulimique, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qu'on peut entendre quelquefois, mais je pense que c'est quand même un terme psychologique, là, surtout le accès boulimique, on en entend un petit peu plus. Mais dans le fond, ça va être de ingérer une grande quantité de nourriture qui va souvent être riche en glucides et en lipides, donc les sucres et les gras, et ça rapidement. Puis souvent, pendant ce moment-là, ça va nous faire un soulagement. Que ça peut être en lien avec plusieurs émotions. Fait que, tu sais, des fois, ça a quand même un lien avec l'alimentation qu'on parlait tantôt émotionnelle. Mais ensuite, il va y avoir un gros sentiment de dégoût.
Ouh! Envers nous-mêmes, envers le geste qu'on a fait, envers la nourriture qu'on a mangée. Donc, on peut vivre de la culpabilité aussi, se taper sur la tête. Puis, autre truc qui est intéressant aussi, c'est dans le cas de l'anorexie, c'est que pour certaines personnes, être en jeûne va créer un rush d'hormones agréables, un rush d'endorphines, Ouais. pour que le corps puisse tolérer la faim qu'il ouais. ressent, tu sais, pour qu'il puisse tolérer le stress. Ben, ce rush d'endorphines-là crée donc une sorte d'euphorie face au jeûne. Donc, à la fois, on se sent mal quand on mange un petit peu, mais on se sent bien quand on mange plus. Ouais. Et, fait que ça c'est pour ça que faut beaucoup déconstruire, je pense, ces croyances sur les troubles alimentaires, comme quoi c'est une question de bon vouloir, coudon, ça n'a donc pas de sens, fais juste manger. Ouais. Ben là, tu le vois que c'est dur, là. C'est dur au niveau des hormones. Le corps, pour se protéger de ce qui vit, du stress, va mettre en place plein d'affaires qui, elles, vont en quelque sorte maintenir le trouble alimentaire. 100%. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il est important de comprendre un petit peu plus scientifiquement aussi comment que le corps est fait, parce que, tu sais, il y a des raisons du pourquoi ça l'arrive. Exactement, oui. Puis écoute, la culpabilisation, ça fonctionne jamais de toute façon. Là, qu'on la mette pour que quelqu'un perde du poids, que pour quelqu'un en prenne, là, ça fonctionne pas. Effectivement. Laetitia, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à l'évitement de certains aliments? Oui, puis ça, on l'entend quand même de plus en plus, j'ai l'impression. Par exemple, la personne fait son épicerie, puis elle juge que cet aliment-là, il est interdit parce que, ben, premièrement, soit qu'elle regarde derrière, puis elle va lire la fiche, puis elle va se dire il y a trop de sucre, il y a trop de lipides, etc. Après ça, ça peut être aussi, ben, en fait, ça va être vraiment ça va être de s'interdire des aliments qu'on n'a pas le droit de manger. Quelque chose qui peut aider, c'est de faire l'exercice de se demander pourquoi ces aliments-là sont interdits. Puis là-dedans, on retrouve l'équilibre. Parce que c'est pas parce qu'une fois tu décides, là, tu sais, je veux pas nommer d'aliments précis pour pas comme créer des triggers, là, mais attends, je dirais une banane, ok, parce qu'on s'entend qu'une banane, c'est très, c'est très bon pour la santé. Par exemple, une banane, tu t'interdis de manger une banane parce que, je sais pas, t'as entendu qu'il y avait trop de potassium puis que c'était pas bon pour toi. Mais là, ça va être de réfléchir. Ben, ça peut être radioactif, des bananes. Mais genre, faut que t'en manges 1 million, là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on réalise qu'on a certains aliments qui sont interdits? Bien, premièrement, ça va être de se demander pourquoi cet aliment-là est interdit. Donc, pourquoi tu t'empêches de manger ça? Tu sais, ça vient d'où? Est-ce que tu as déjà entendu des phrases qui ont dit cet aliment-là n'était pas bon? Est-ce que tu as un lien avec... Des fois, ça peut être avec une situation, je sais pas, à ce moment-là, t'as mangé un tel aliment, puis après ça, t'étais super ballonné, donc toi, tu t'as fait un lien avec cet aliment-là, égal ballonnement, égal je me sens pas bien. Donc vraiment comprendre c'est quoi et pourquoi ils sont là, puis de toujours se rappeler après ça que ce n'est pas un aliment une fois qui va créer un danger, qui va créer quelque chose de mauvais. Puis tu sais, les nutritionnistes, ils le répètent de plus en plus, mais il y a aucun aliment qui est pas bon. Là. Même l'aliment qu'on va penser qui est le plus santé au monde, si tu manges juste celui-là, ben tu vas manquer de d'autres nutriments. On a besoin de gras, on a besoin de sucre, on a besoin, après ça, des vitamines, etc. On a besoin de protéines de plus que juste une chose. Exactement. C'est la diversité qui est hyper importante. Puis je sais que la diversité n'est pas toujours accessible. Ouais. Malheureusement. Puis tu sais, je le sais aussi que comme le choix des aliments dépend beaucoup comme de qu'est-ce qu'on peut se permettre. Aussi. Salaire, dans quelle région du monde on est aussi. Fait que tu sais, je pense que ça fait partie en fait quand on parle de faim rationnelle. La faim rationnelle, selon moi, c'est aussi selon ses finances. Ouais. Tu sais, je pense que c'est important aussi des fois de réaliser ça. Puis en tant qu'humain, en tant que monde, on peut peut-être aussi se poser des questions. Pourquoi certains aliments sont moins chers et d'autres plus chers, qui équivaut aussi à avoir une meilleure santé dans l'équilibre, bien évidemment. Ben oui, là. Vraiment. Ouais. Puis en conclusion, ben tu sais, je pense que si on s'apprenait à s'écouter un peu plus, à accueillir nos besoins, nos émotions, nos envies, nos types de faim,
Parce que, tu sais, au final, se nourrir, c'est pas juste une fonction du corps, là. C'est aussi une manière de prendre soin de nous. Wow. Ça finit très bien l'épisode. Oui, on se revoit dans 2 semaines pour le prochain.